Je m'appelle Ethan, j'ai 16 ans, et à cette époque je vivais dans les rues de New York. Chaque jour était une bataille contre le froid, la faim et surtout la solitude. Les gens passaient devant moi comme si j'étais invisible, un simple fantôme accroché au trottoir, assis contre les murs couverts de graffitis. Les nuits étaient les pires. Le vent s'infiltrait entre les bâtiments, glacial, et je me recroquevillais sous une couverture sale trouvée dans une benne à ordures. Parfois, je passais des heures à fixer les lumières des gratte-ciels, me demandant ce que ça faisait d'être là-haut, au chaud, entouré de gens qui se soucient de toi. J'avais mes coins habituels. Un fast-food où les employés fermaient les yeux quand je ramassais des restes, un vieux pont sous lequel je pouvais dormir sans être trop dérangé, et un parc où je passais mes journées à observer les passants. J'étais devenu bon pour lire les visages. Je pouvais dire qui allait me jeter quelques pièces, qui allait détourner le regard et qui allait me chasser en me traitant de voleur. C'était un jeudi soir, je m'en souviens parce que les rues étaient pleines de gens pressés de rentrer chez eux après le travail. Je cherchais un endroit tranquille où m'abriter quand j'ai entendu des voix derrière un immeuble délabré de Brooklyn. Deux hommes en costume parlaient à voix basse, mais j'avais appris à tendre l'oreille. C'est une compétence que tu développes quand tu vis dehors. Tu captes des détails que d'autres ignorent. L'un d'eux disait « Ils ne le retrouveront jamais. La police est dans le vide complet. » L'autre a répondu « Tant que personne ne pense à ce vieux bâtiment près du port, nous sommes tranquilles. » Je me suis figé. Il parlait d'un homme disparu. Et pas n'importe qui, Richard Hale. Tout le monde connaissait son nom. C'était un milliardaire qui avait disparu sans laisser de traces. La télé en parlait tous les jours. La police avait lancé une grande enquête, mais rien. On disait qu'il était mort, d'autres qu'il avait fui volontairement. Mais ces deux types parlaient comme s'ils savaient exactement où il était. Mon cœur battait fort. J'étais qu'un gamin sans maison. Personne ne me croyait jamais. Mais là, je savais que j'avais entendu quelque chose d'énorme. J'ai reculé doucement, essayant de ne pas faire de bruit. L'odeur de tabac froid et de goudron me piquait le nez et le sol sous mes pieds craquait. Un des hommes se retournait brusquement. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il m'avait vu. Mais non, il a juste allumé une cigarette. Je me suis enfui, le souffle court, mes baskets usées claquant sur l'asphalte mouillé. J'ai couru jusqu'à mon refuge sous le pont, incapable de calmer ma respiration. Tout tournait dans ma tête. J'étais invisible pour le monde, mais peut-être que cette fois, c'était un avantage. Personne ne faisait attention à moi. J'avais entendu quelque chose que personne d'autre n'avait pu entendre. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'avais peur, excité, et surtout partagé entre deux choix. Oublier ce que j'avais entendu et continuer à survivre dans l'ombre, ou bien parler, prendre le risque de ne pas être cru, et peut-être changer ma vie à jamais. Quand l'aube est arrivée, avec ses couleurs grisâtres et ses voitures déjà coincées dans les embouteillages, j'ai pris ma décision. J'allais dire ce que je savais. Peu importe si les gens me prenaient pour un menteur ou un fou. Car au fond de moi, j'étais convaincu d'une chose, j'étais le seul à pouvoir retrouver Richard Hale. Le lendemain matin, mes yeux étaient rouges, brûlants de fatigue. J'avais passé la nuit à ressasser cette conversation. Les mots des deux hommes résonnaient encore dans ma tête comme un écho obsédant. Tant que personne ne pense à ce vieux bâtiment près du port, nous sommes tranquilles. Je savais que j'avais entendu quelque chose de crucial, mais je doutais. Qui allait croire un gamin sale, affamé, qui dormait sous les ponts? Les passants m'évitaient déjà comme si j'étais un animal errant. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis approché d'un policier, posté devant une station de métro à Manhattan. Sa tenue impeccable, son regard froid, je me suis senti minuscule. « Monsieur, je sais où chercher Richard Hale. » Il m'a dévisagé comme si j'étais fou. Son expression a changé, passant de la curiosité à l'agacement. « Écoute, gamin, on a reçu des centaines de faux témoignages. Tu veux juste attirer l'attention. Dégage d'ici. » Ces mots m'ont coupé comme une larme. J'ai senti la colère monter. Pourquoi ma voix valait-elle moins que celle des autres? Parce que je n'avais pas de maison, pas de parents, pas d'argent. Pourtant, ce que j'avais entendu était réel. Je me suis éloigné en serrant les poings. Puis une idée m'est venue. Si la police ne voulait pas écouter, peut-être qu'un journaliste, lui, chercherait à creuser. Ces gens vivent de scoop et ce que j'avais à offrir en était un. Je me suis rendu dans un dîner de Times Square, un endroit que je connaissais bien parce que je récupérais parfois les restes laissés sur les tables. Assis dans un coin, un homme d'une cinquantaine d'années lisait un journal en buvant son café. Son manteau usé et ses cheveux en bataille disaient qu'il n'était pas riche. Mais ses yeux fatigués parcouraient les lignes avec une intensité qui me frappait. C'était un journaliste, j'en étais sûr. Je me suis approché, le cœur battant. « Monsieur, si vous voulez savoir où est Richard Hale, je peux vous montrer. » Il a levé les yeux, surpris, puis il a esquissé un sourire ironique. Encore un gamin qui veut me vendre une histoire. Je n'invente rien, ai-je insisté. J'ai entendu des hommes en parler hier soir. Ils savent où il est. Moi aussi, maintenant. Il a posé sa tasse, me scrutant en silence. Peut-être qu'il cherchait à voir si je mentais. Je savais que mon apparence jouait contre moi. Mes vêtements déchirés, mes cheveux emmêlés, mon odeur de rue. Mais j'ai soutenu son regard sans cligner des yeux.
Pourquoi devrais-je te croire a-t-il demandé. Parce que je n'ai rien à gagner. Personne ne m'écoute. Si je mens, vous le verrez vite. Mais si je dis la vérité, vous serez le premier à savoir où il est. Un long silence a suivi. Puis, lentement, il a sorti un carnet et un stylo de sa poche. D'accord, gamin, parle. Mais si tu me fais perdre mon temps, je m'assurerai que plus personne dans ce quartier ne veuille jamais t'entendre à nouveau. Je lui ai expliqué mot pour mot ce que j'avais entendu, décrivant l'endroit, le ton de voix des hommes, chaque détail insignifiant. Ses sourcils se sont froncés. J'ai compris que mon récit éveillait quelque chose en lui. Avant de partir, il m'a dit, « Si tu veux qu'on aille vérifier, je t'accompagne. Mais sache que si tu me mens, tu regretteras de m'avoir approché. » J'ai hoché la tête. Je savais que je n'avais plus le droit à l'erreur. En quittant le dîner, le vent froid m'a frappé au visage. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vivant. J'avais une chance de prouver que je n'étais pas juste un fantôme dans les rues. Peut-être que ma voix pouvait compter. Peut-être que, cette fois, quelqu'un m'écouterait vraiment. Index ouvert pointant vers la droite blanc, si vous aimez ce genre d'histoire vraie et incroyable, abonnez-vous dès maintenant à Wilson Aviary pour ne rien manquer. Les récits que nous partageons sont uniques, et celui-ci ne fait que commencer. La nuit tombait lorsque nous avons décidé d'y aller. Le journaliste, qui s'appelait Mark, n'arrêtait pas de vérifier sa montre, nerveux. Il me suivait, mais je voyais bien qu'il doutait encore. Nous avons pris le métro jusqu'à Brooklyn, puis marché dans des rues où même les lampadaires semblaient morts. Les vitrines étaient brisées, les trottoirs couverts de détritus, et l'odeur d'humidité et de rouille s'accrochait à l'air. L'endroit que j'avais entendu mentionner la veille se dressait devant nous, un immense bâtiment industriel abandonné, ses fenêtres éclatées comme des orbites vides, ses murs recouverts de graffitis illisibles. Les planches qui barraient la porte principale donnaient l'impression que personne n'était entré depuis des années. Pourtant, j'avais ce pressentiment étrange que quelque chose ou quelqu'un se cachait derrière. Mark hésitait. « Tu es sûr de ce que tu fais, gamin? Si c'est juste une perte de temps, je me casse. » J'ai serré les dents. Je savais que j'avais raison. Sans répondre, je l'ai guidé vers l'arrière du bâtiment. Là, une ouverture entre deux planches permettait de se faufiler. C'était étroit et sombre, mais j'avais l'habitude de passer par des trous encore plus petits pour trouver un abri. Je me suis glissé le premier, sentant la poussière me gratter la gorge. À l'intérieur, l'air était épais, presque suffocant. Chaque pas faisait grincer le plancher, et le silence était seulement interrompu par le goutte à goutte régulier d'une canalisation cassée. Une odeur de métal oxydé et de moisi flottait partout. La lumière de la rue filtrait à peine à travers les vitres brisées, dessinant des rayons pâles qui illuminaient des monceaux de débris. Nous avons monté un escalier en colimaçon, ses marches de fer couvertes de rouille. Je sentais le regard méfiant de Mark derrière moi, comme s'il s'attendait à tomber dans un piège. Au 3e étage, je me suis arrêté. Un bruit se résonnait dans la pièce voisine, comme si quelque chose venait de tomber. Mon cœur s'est emballé. Était-ce un rat ou quelqu'un qui nous avait entendu entrer? Nous avons avancé prudemment dans un long couloir dont les murs étaient couverts d'affiches déchirées datant de plusieurs décennies. À la fin, une cloison abîmée semblait avoir été déplacée. Curieux, je m'en suis approché. Le bois était fendu, et à travers une fissure, j'ai vu un éclat de tissu. J'ai tiré, et la cloison s'est ouverte sur une petite pièce cachée. Là, posée avec soin sur une caisse poussiéreuse, se trouvait une veste. Mais pas n'importe laquelle. Un costume haut de gamme, taillé sur mesure, en laine fine. Même couvert de poussière, il respirait la richesse. Dans la poche intérieure, j'ai trouvé un carnet en cuir, usé par le temps mais marqué des initiales RH gravées en lettres dorées. Mes mains tremblaient. Mark s'est approché, ses yeux écarquillés. C'est impossible. R.H. Richard Hale? Je n'ai pas répondu. Je feuilletais déjà le carnet. À l'intérieur, des phrases courtes griffonnées à la hâte, certaines à moitié effacées par l'humidité. Ils m'ont trouvé. Je dois me cacher. Ne fais confiance à personne. Et enfin, la clé sous le plancher. J'ai senti une bouffée d'adrénaline. Sans réfléchir, je me suis mis à genoux et j'ai soulevé une planche branlante près du mur. En dessous, dissimulée dans la poussière et la crasse, il y avait une clé métallique, lourde, avec un symbole étrange gravé dessus. Mark s'est penché, la bouche ouverte. « Tu réalises ce que tu viens de trouver ?» a-t-il murmuré. Je n'en étais pas sûr. Tout ce que je savais, c'est que ce carnet et cette clé étaient la preuve que Richard Hale avait bien été là. Ce n'était plus une simple rumeur. J'étais sur une piste réelle et elle venait de tomber entre mes mains. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine le silence autour de nous. Mais au fond de moi, une certitude grandissait. Ce que nous venions de découvrir allait changer tout le reste. Mes doigts serraient encore la clé quand j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ce morceau de métal, froid et lourd, représentait plus qu'un simple objet. C'était une preuve tangible que Richard Hale avait laissé derrière lui une trace volontaire, comme un appel à l'aide. Je l'ai tourné entre mes mains. La gravure étrange qu'il en est ressemblait à un symbole ancien, presque comme une lettre ou un chiffre stylisé.
Je ne pouvais pas le reconnaître, mais il dégageait quelque chose d'inquiétant. Mark, le journaliste, m'observait attentivement. Son carnet de notes à la main, il écrivait chaque détail. Mais je voyais dans ses yeux qu'il n'était pas seulement intéressé en tant que professionnel. Il avait peur, lui aussi. Pourquoi cacher une clé ici? Et ce carnet, qu'est-ce que ça veut dire? Me demanda-t-il à voix basse. Je me suis assis sur le sol poussiéreux, feuilletant de nouveau les pages du carnet. Chaque phrase semblait écrite dans la précipitation. Certaines à moitié effacées, d'autres griffonnées avec des lettres tremblantes. J'ai relu plusieurs fois ces mots. Ils m'ont trouvé. Puis, ne fais confiance à personne. Et enfin, la clé sur le plancher. Il n'y avait pas d'adresse, pas de nom précis, juste des avertissements. Comme si elle avait voulu que quelqu'un découvre ces indices, mais sans que ce soit trop évident pour ceux qui le poursuivaient. J'ai imaginé ce milliardaire, enfermé dans cet endroit sombre, griffonnant ses notes, le cœur battant comme le mien à cet instant. Mark a pris la clé de mes mains, la regardant sous la lumière pâle qui filtrait par une fenêtre brisée. Ça ressemble à une clé de coffre-fort, mais pas d'une banque. Plutôt quelque chose de personnel. Une cachette. Tu comprends ce que ça veut dire, gamin? J'ai hoché la tête, même si je n'étais pas sûr. Ce que je savais, c'est que nous étions passés d'une simple rumeur à une piste concrète. Soudain, un bruit sec a résonné dans le couloir. Comme un pas ou une planche qui craque. J'ai gelé sur place, mon souffle suspendu. Mark a éteint sa lampe de poche d'un geste brusque. Nous sommes restés dans l'obscurité totale, le silence écrasant autour de nous. Pendant quelques secondes interminables, on aurait dit que le bâtiment retenait son souffle avec nous. Puis plus rien. Peut-être un rat, peut-être pas. Je savais qu'on ne pouvait pas rester ici. Nous devions sortir avant que quelqu'un ne découvre que nous avions trouvé le carnet et la clé. J'ai glissé l'objet métallique dans ma poche, serrant le carnet contre ma poitrine comme s'il s'agissait d'un trésor. En redescendant les escaliers grinçants, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer les scénarios. Et si Richard Hale était encore en vie, caché quelque part, et si cette clé ouvrait la porte de l'endroit où il se trouvait, ou peut-être qu'elle menait à un coffre contenant la vérité, des preuves contre ceux qui voulaient sa disparition. Mark brisa le silence en chuchotant. Tu comprends, non? Ce qu'on a découvert peut valoir des milliards. Et toi, un gamin de la rue, tu es en train de mettre ton nez dans une affaire qui dépasse tout le monde. Si ces hommes t'attrapent, ils ne te laisseront pas en vie. Ces mots m'ont glacé, mais une autre pensée a traversé mon esprit. Si je laissais tomber, Richard Hale mourrait dans l'ombre et personne ne saurait jamais la vérité. J'étais peut-être le seul à pouvoir changer ça. Nous avons quitté le bâtiment par la même ouverture que tout à l'heure. L'air de la nuit m'a frappé en plein visage, froid et vif, comme un rappel brutal que le danger était bien réel. Dans la rue déserte, une voiture noire stationnait, moteur tournant. Mon ventre s'est noué. Je l'avais déjà vu. Mark m'a tiré par le bras. Cours. Et nous nous sommes mis à fuir dans les ruelles sombres, avec la certitude que cette clé n'était pas seulement un indice, mais le début d'une course contre la montre. Nous avons couru sans réfléchir, nos pas résonnant dans les ruelles désertes de Brooklyn. Mon souffle devenait court, mais l'adrénaline me poussait à avancer. Derrière nous, j'entendais le vrombissement du moteur de la voiture noire. Les phares illuminaient les murs couverts de graffitis, projetant nos ombres déformées qui dansaient comme des fantômes. Mark haletait, sa veste battant au rythme de sa course. Par ici, ai-je crié, prenant une ruelle étroite que je connaissais bien. C'était là l'un de mes rares avantages. J'avais grandi dans ces rues, j'avais appris chaque raccourci, chaque passage secret où je pouvais disparaître. Nous avons sauté au-dessus de sacs poubelles éventrés, l'odeur de pourriture nous piquant le nez. Mes vieilles baskets glissaient sur le bitume humide, mais je tenais bon. Je savais que si je m'arrêtais, ne serait-ce qu'une seconde, c'en était fini de nous. La voiture a ralenti, puis deux portières ont claqué. Des pas lourds ont résonné derrière nous. Ils étaient deux, peut-être les mêmes hommes que j'avais entendus l'autre soir. Leur voix grave se mêlait au bruit de leurs chaussures frappant le sol. « Attrapez-les » a crié l'un d'eux. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait éclater. Mark n'était pas habitué à courir ainsi. Je le sentais faiblir. Je l'ai tiré par le bras, l'entraînant vers une clôture métallique. « Grimpe, vite !» Je me suis hissé en premier, mes mains sales agrippant le métal froid. J'ai sauté de l'autre côté, atterrissant dans un terrain vague couvert de gravats. Mark m'a suivi de justesse, sa chaussure s'accrochant au grillage, mais il a réussi à se libérer avant que nos poursuivants n'arrivent. De l'autre côté, nous avons continué à courir, zigzagant entre des carcasses de voitures abandonnées. Le bruit des pas derrière nous se rapprochait. Chaque respiration brûlait ma gorge, chaque muscle de mes jambes hurlait de douleur, mais je n'avais pas le droit de céder. J'ai aperçu une bouche d'égout entrouverte. Sans réfléchir, j'ai pointé du doigt. Là! Mark m'a regardé comme si j'étais fou, mais il a compris que c'était notre seule chance. Nous avons soulevé la plaque et glissé à l'intérieur, plongeant dans l'obscurité fétide. L'odeur était insupportable, un mélange d'eau stagnante et de déchets. Mais au moins nous étions hors de vue. Nous avons avancé dans le tunnel étroit, l'eau sale éclaboussant nos jambes à chaque pas. Derrière nous, les bruits se sont atténués.
Les hommes semblaient nous avoir perdus. Nous nous sommes arrêtés enfin, à bout de souffle, appuyés contre les parois humides. Marc tremblait, ses mains couvertes de crasse. Tu nous as sauvés, gamin, dit-il en essayant de reprendre sa respiration. Je n'ai rien répondu. Je sentais la clé dans ma poche, lourde comme un fardeau. Mais dans le silence oppressant des égouts, une pensée s'est imposée à moi. Ces hommes n'avaient pas couru après nous par hasard. Ils savaient que nous avions trouvé quelque chose. Ce carnet, cette clé, c'était bien plus dangereux que je ne l'avais imaginé. J'ai levé les yeux vers Marc, et même dans l'obscurité, j'ai vu qu'il avait compris la même chose. Nous étions pris dans une histoire qui nous dépassait, une histoire où chaque faux pas pouvait nous coûter la vie. Et malgré la peur, une certitude me brûlait. Je ne pouvais plus reculer. La voiture s'est arrêtée brusquement devant une vieille maison à l'extérieur de la ville. De l'extérieur, elle semblait abandonnée depuis des années. Fenêtres couvertes de planches, peinture écaillée, jardin envahi par les herbes folles. Mais quand l'agent Parker a ouvert la porte arrière et m'a fait signe de descendre, j'ai compris que cet endroit n'était pas ce qu'il paraissait. L'air à l'intérieur sentait le bois humide et la poussière, mais chaque pas résonnait sur un plancher étonnamment solide, entretenu malgré son apparence délabrée. Un vieil homme en uniforme civil est venu à notre rencontre. Il avait les cheveux gris coupés courts et des yeux qui semblaient tout observer. Parker l'a appelé colonel. Sans un mot, il nous a conduits dans une pièce en contrebas, protégée par une porte métallique dissimulée derrière une étagère. J'ai eu l'impression de basculer dans un autre monde. Écran de surveillance allumé, radio à fréquences multiples, carte de la ville recouverte de marqueurs rouges et bleus. Rien à voir avec une maison abandonnée. Ils m'ont fait asseoir à une table et m'ont donné de l'eau et quelque chose à manger. Je n'avais pas mangé chaud depuis des jours et le simple goût du pain et de la soupe m'a semblé un luxe. Parker est resté debout à côté de moi, les bras croisés, me fixant comme s'il cherchait à lire dans mes pensées. « Tu dois comprendre », a-t-il dit enfin. « Ce que tu as trouvé au bureau du milliardaire n'est pas seulement une curiosité. C'est une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Ce message codé que tu as rapporté, quelqu'un est prêt à tout pour l'empêcher d'être déchiffré. » Je sentais mon cœur battre vite. Moi, un gamin des rues, embarqué dans une histoire qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Le colonel s'est approché et a déposé devant moi une enveloppe scellée. À l'intérieur, j'ai vu une photo du milliardaire disparu, prise quelques semaines avant sa disparition. Il semblait inquiet, nerveux, comme s'il savait que quelque chose allait arriver. « Il est toujours vivant », m'a dit le colonel d'une voix grave. « Et si tu dis vrai, si tu connais des endroits que nous ignorons, alors tu es peut-être le seul à pouvoir nous aider à le retrouver. » Cette idée m'a donné à la fois de l'espoir et une peur immense. Je n'avais jamais pensé avoir de la valeur pour qui que ce soit. Dans la rue, j'étais invisible. Mais là, dans cette planque secrète, on me regardait comme si je détenais une clé. La nuit est tombée pendant que nous restions enfermés à l'intérieur. Dehors, le vent faisait claquer les volets, et parfois, j'entendais un bruit de moteur au loin. Chaque fois, Parker se précipitait vers les écrans pour vérifier les caméras. « Il nous traque déjà », m'a-t-il glissé sans détour. « Mais tant que tu es ici, tu es protégé. » Je n'étais pas sûr d'y croire. Le silence de la maison me paraissait fragile, prêt à se briser au moindre instant. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, je me suis allongé sur un vrai lit, et j'ai senti mes yeux se fermer malgré la peur. Avant de m'endormir, j'ai entendu la voix du colonel, plus basse, parler à Parker. « Demain, nous devons lui montrer la pièce suivante. Sinon, il ne nous croira jamais complètement. » Ces mots sont restés gravés dans mon esprit. Quelle pièce? Qu'est-ce qu'il ne m'avait pas encore dit? Je savais que ce refuge n'était qu'une étape. Derrière ces murs, une vérité beaucoup plus sombre attendait d'être révélée. Et moi, je n'avais plus d'autre choix que d'aller au bout. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la sensation étrange que quelque chose avait changé. La lumière filtrait à travers les planches des fenêtres, dessinant des lignes dorées sur le sol de la pièce où j'avais dormi. Parker était déjà debout, son arme posée à portée de main, et le colonel observait encore les écrans comme s'il n'avait jamais dormi. L'air était lourd, chargé d'attente, comme avant une tempête. « Il est temps », a dit Parker en me lançant un regard sérieux. Je n'ai pas osé poser de questions. J'ai simplement suivi leurs pas à travers le couloir sombre jusqu'à une autre porte métallique, encore plus massive que celle de la salle de surveillance. Le colonel a sorti une clé, l'a insérée et la porte a grincé en s'ouvrant. Derrière, il y avait une pièce sans fenêtre, éclairée seulement par une lampe suspendue au plafond. Sur une table, recouverte d'un drap gris, se trouvait un objet qui ressemblait à une grande mallette blindée. Quand le colonel a soulevé le drap, j'ai retenu mon souffle. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient des documents, des clés USB et un petit carnet usé, dont la couverture portait les initiales du milliardaire disparu. Mes mains tremblaient lorsque j'ai pris le carnet. Les pages étaient remplies de notes codées, de symboles et de croquis. Mais au milieu, il y avait une carte détaillée de la ville, avec un marquage rouge dans une zone industrielle que je connaissais. C'était un vieil entrepôt près du fleuve, un endroit où moi et d'autres gamins de la rue nous étions parfois réfugiés. « C'est là », ai-je murmuré, incapable de retenir ma voix.
Je connais cet endroit. Parker et le colonel ont échangé un regard, un mélange d'inquiétude et de confirmation. Alors il est probablement encore en vie et il est retenu là-bas, a conclu le colonel. Nous avons quitté la planque dans une camionnette discrète, roulant vite mais prudemment. Tout le long du trajet, je sentais mon estomac se nouer. Et si je m'étais trompé? Et si c'était un piège? Mais quelque chose dans mes souvenirs, dans les détails du carnet, me disait que c'était vrai. En arrivant près de l'entrepôt, nous avons garé la camionnette à une rue de distance. La zone était presque déserte, seulement quelques lampadaires cassés projetant une faible lumière. L'air sentait la rouille et l'eau stagnante. Nous nous sommes approchés en silence jusqu'à trouver une entrée latérale entr'ouverte. À l'intérieur, tout semblait figé dans la poussière et l'ombre. Mais très vite, j'ai entendu un bruit étouffé, comme un souffle. Nous avons suivi le son à travers des couloirs sombres jusqu'à une petite pièce au fond. Quand Parker a ouvert la porte, j'ai vu un homme assis sur une chaise, les poignets attachés, amaigri mais vivant. Ses yeux se sont levés, et même dans l'obscurité, je l'ai reconnu immédiatement. C'était lui, le milliardaire disparu. Il a essayé de parler, mais sa voix n'était qu'un murmure. Parker se précipitait pour couper ses liens, tandis que le colonel sécurisait les alentours. Je suis resté figé, incapable de bouger, le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. Je n'arrivais pas à croire que j'étais celui qui avait conduit jusqu'ici. Le milliardaire m'a regardé, ses yeux fatigués mais reconnaissants. « Comment tu m'as trouvé ?» a-t-il réussi à dire. Je n'avais pas de réponse. Tout ce que j'ai pu faire, c'est baisser les yeux et dire la vérité. J'ai juste suivi ce que je savais, et j'ai eu de la chance. Mais je savais que ce n'était pas seulement de la chance. Tout ce que j'avais vécu dans la rue, tout ce que j'avais observé, avait fait de moi la seule personne capable de remarquer les détails que les autres avaient ignorés. Quelques minutes plus tard, nous étions de retour dans la camionnette, filant loin de l'entrepôt. Derrière nous, j'ai entendu des sirènes. Quelqu'un avait sûrement prévenu, mais nous étions déjà partis. Le milliardaire a été emmené en sécurité, entouré par des équipes médicales et des agents que je n'avais jamais vus auparavant. Quand ils l'ont éloigné de moi, il a serré ma main avec une force surprenante. « Je te dois ma vie », a-t-il dit simplement. Je suis resté là, à regarder les voitures s'éloigner, sans savoir ce qui allait m'arriver maintenant. J'étais toujours un gamin des rues, sans famille, sans maison. Mais pour la première fois, je n'étais plus invisible. Quelqu'un m'avait vu, quelqu'un savait que j'existais. Et dans mon cœur, je savais que ce n'était que le début. Parce que ce que j'avais découvert n'était qu'une partie d'une histoire bien plus grande, une histoire qui n'était pas encore terminée. Il y a une autre histoire qui vous attend déjà sur votre écran. Croyez-moi, vous ne voulez pas la manquer. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. J'ai tant d'autres choses incroyables à partager avec vous.